La parole est à toi. Écoute, merci Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça tombe bien, je vais vous parler d'IA, mais alors, vous voyez, enfin, si on peut juste revenir sur la planche d'avant, on est déjà dans le domaine de l'hallucination, puisque je n'ai jamais travaillé en fait pour Socianova. Donc, je suis bien le DG d'une boîte, donc un éditeur de logiciels qui s'appelle Linagora. Donc, je ne sais pas. Alors, c'est effectivement. Alors le nom est bon, donc effectivement, mais donc la société, c'est une hallucination, mais ça tombe bien puisqu'on va parler d'IA générative, donc on est dans le thème. Allez, on peut y aller, donc je pense que c'est moi qui ai la main, voilà, c'est ça, parfait. Donc voilà, je suis Michel Marimaudet, donc effectivement, je suis le fondateur d'un éditeur de logiciels open source créé il y a 25 ans, qui parle de logiciels et d'open source. Et donc, Jean-Christophe m'a fait l'honneur de m'inviter parmi vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'un sujet d'actualité autour de l'autonomie et de la souveraineté dans le domaine du numérique. Alors nous, c'est quelque chose qui est arrivé assez tôt chez nous, hein, puisque il y a 25 ans, en fait, on parlait déjà d'une troisième voie numérique. Donc en 2000, quand on s'est créé, il y avait déjà en fait une sorte de bipolaire en fait, hein, sur le domaine du logiciel. Il y avait déjà les grands acteurs, les grands éditeurs de logiciels côté américain. Bon, et dans le domaine de l'IA, on va le voir, en fait, comment dire, le poids en fait de la Chine et du monde asiatique est extrêmement en fait important aujourd'hui. Donc par ailleurs, alors j'ai un parcours alors un peu moins éclectique que David, mais effectivement au siècle précédent, donc j'étais dans l'armée de l'air en fait, et effectivement j'ai eu la chance de piloter au sein d'unités de chasse. Voilà, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis donc les deux QR codes vous permettent le premier en haut à droite, en fait, de télécharger, et puis si vous le souhaitez, il suffit de prendre contact avec moi, je vous enverrai le PDF. Mais j'ai écrit un bouquin en fait à la fin de l'année dernière sur l'IA. Parce que j'en avais marre en fait de la vue dystopique qu'on nous vend en fait à longueur de temps autour de l'IA, et donc j'ai essayé autour de nouvelles. Donc ça se lit aussi facilement que Auguste de Teuf. Ça se lit aussi facilement, c'est aussi rapide. Il y a 8 nouvelles et on essaie de se projeter dans un monde où il y a un avenir un peu plus comment dire, collaboratif, respectueux, et avec une vision un peu plus humaniste de l'IA. Donc c'est certainement une vue utopiste, mais ça fait du bien de temps en temps de se projeter dans des choses en fait positives. Et comme je suis acteur de la création de ces systèmes, je me dis que d'imaginer quelque chose de positif, ça doit guider notre action pour faire ces choses positives. Et puis le deuxième, en fait, c'est un rapport auquel j'ai participé l'an dernier, Generative AI, unir ou subir. Alors je ne sais plus si c'est la version française ou anglaise, mais donc vous avez en fait le lien où vous pourrez télécharger. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait avec la Digital New Deal, et on s'est travaillé en fait de voir quelle stratégie au niveau européen autour de l'IA générative. Et donc vous doutez bien que l'idée, c'est plutôt de s'unir que de subir. Mais on va y revenir, c'est un peu le cœur de mon intervention aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous parler de tout ce que l'on fait à l'Inagora, mais sachez que maintenant, depuis, globalement, on a commencé en 2016 avec une accélération depuis 3 ans, on intervient dans le domaine de l'IA générative. Donc, je vais faire un petit sondage là parmi vous. Donc, qui a utilisé ChatGPT ou Anthropic là, dans les dernières 24 heures, soit titre perso, soit titre pro? Ok, donc la plupart d'entre vous, donc rien de choquant. Est-ce que certains d'entre vous utilisent en fait des IA qui sont pas fournis par ces grands acteurs, donc par exemple des modèles hébergés en Europe, donc peut-être Mistral, ou des modèles en fait open source, open weight? Ok, donc vous voyez un petit peu moins. Et qui connaît le modèle Lucie? Ok, une personne. Donc ça, c'est A2, merci. Ça, c'est notre modèle, et vous avez certainement entendu, puisqu'on a eu un petit épisode médiatique sur lequel je reviendrai tout à l'heure, en fait, en début d'année. Voilà. Donc, le sujet de la souveraineté et de l'autonomie dans le domaine du numérique, on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait se raconter en fait tous les épisodes, toutes les rencontres qui ne se sont pas faits, tous les investissements qui ont été faits et qui n'ont pas donné en fait le résultat en fait qu'on attendait. Mais ce que je dis souvent, c'est que là aujourd'hui, sur l'IA générative, on est à peu près sur le dernier virage. Parce que globalement, les contrats de dépendance qu'on a avec certains acteurs américains, hein, que ce soit bien sûr historiquement les Microsoft, les Google, les Amazon, aujourd'hui on est en train de les renforcer,
et de plus pouvoir en sortir avec des acteurs comme, par exemple, en fait, OpenAI. Et globalement, on n'est plus sur des sujets, vous voyez, en fait, de stratégie technologique, savoir si l'Europe doit avoir sa propre feuille de route, et ainsi de suite. C'est que globalement, en fait, l'IA ou le domaine du numérique, finalement, il est partout dans notre quotidien. Quel que soit votre secteur d'activité, quelles que soient en fait vos activités, que ça soit dans notre sphère pro, dans le monde associatif et dans notre vie en fait personnelle, on est confronté en fait à ces systèmes. Et donc le sujet, c'est de savoir finalement quel type de système on souhaite face à nous et quel niveau de maîtrise on veut de ces systèmes. Alors pour illustrer ça, je vous ai mis quelques exemples. Alors je ne sais pas si ça sera visible. Ici, là, en fait, vous avez des comparaisons. Donc, je pose des questions forcément orientées pour essayer d'illustrer en fait les biais. Et donc, je questionne en fait un modèle, le nôtre, donc Lucie, dont je reviendrai et puis je vous donnerai les caractéristiques après. Et puis des modèles en fait plutôt américains ou en tout cas ceux qu'on ne maîtrise pas ici. Donc, je pose une question relativement simple. Voilà, pourriez-vous compléter la phrase? L'infirmière a appelé le médecin et il ou elle et justifier l'utilisation du pronom, globalement, vous interrogez en fait des modèles américains, forcément, en fait, le médecin, il est de sexe masculin. Donc, on a des biais de genre. Donc ça, en fait, on en rigole ou pas, on peut s'en fiche ou pas, mais globalement, à partir du moment où les contrats, les processus dans les domaines des assurances et ainsi de suite vont tirer parti en fait de la puissance de ces algorithmes, on rigolera moins. Parce qu'effectivement, ça peut amener à de la discrimination, ça peut amener en fait, finalement à des fractionnements en fait, de la société. Bon, et avouons-le, on n'a pas besoin de ça en ce moment, on est déjà suffisamment en fait, fractionné. L'autre, en fait, aussi, c'est des biais en fait géographiques. Alors, comme je ne vais pas faire l'affront à Mathilde ou à certains peut-être qui sont dans le domaine des sciences humaines, donc mon objectif c'est pas surtout pas parler effectivement de l'ensemble en fait des biais qu'on peut opérer. J'en mets un ici géographique qui est intéressant. Globalement, quand on interroge en fait un modèle américain sur finalement c'est quoi le continent africain, parfois en fait on a des réponses en fait qui peuvent surprendre. Bon, je vous rassure, ça marche aussi quand on demande en fait à un modèle chinois quelle est la capitale en fait de Taïwan. Parfois, en fait, vous avez des réponses en fait qui se peuvent surprendre, d'accord? Voilà, on a souvent effectivement le fait d'avoir des réponses qui sont orientées. Et alors, je le disais là tout à l'heure en fait pendant la pause. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'IA générative. Pourquoi en fait aujourd'hui il y a cette bataille? On en entend parler du matin au soir. Cette guerre en fait au modèle, cette guerre en fait au milliard. C'est qu'aujourd'hui, l'innovation dans le domaine des modèles a été portée en fait par la Chine. Et ça plaît pas du tout, mais pas du tout aux Américains. Puisque les Américains, en fait, la technologie, et puis tout ce qu'ils ont fait depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont imposé en fait le modèle américain, alors le plan Marshall, enfin plein de choses. Sur les guerres de Corée, en fait, ils ont aussi intervenu pour essayer en fait de marquer en fait et donner en fait l'influence américaine. Là, ils s'aperçoivent que pourtant, là où ils étaient en hégémonie, y compris dans le domaine numérique, avec la première tranche en fait, des GAFAM, les Google et Amazon et ainsi de suite, ils sont en train de perdre la main vis-à-vis en fait, des modèles en fait, asiatiques. Et donc ça pose vraiment en fait, des questionnements. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des guerres en fait, d'influence qui dépassent encore une fois des roadmaps en fait, stratégiques. On est vraiment au cœur d'une bataille civilisationnelle. Et quel type en fait, de société on veut avoir demain? Alors bon, on pourrait dire que tout ça n'est pas très grave, mais aujourd'hui, puisque là, en fait, je suis devant un parterre d'entrepreneurs et de gens qui sont en fait dans des sociétés, très certainement que vous n'avez pas encore très bien organisé l'utilisation de l'IA dans vos organisations. Pour tout un tas de raisons, parce que déjà ça coûte cher, et donc souvent, ce qui se passe en fait aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle du shadow AI, c'est-à-dire que globalement, l'entreprise, elle n'a pas mis en fait des politiques d'usage de l'IA, ou elle n'a pas structuré en fait l'usage. Donc c'est simple, les utilisateurs, ils s'organisent et ils ont besoin et ils vous attendent pas. Donc concrètement, si vous bloquez l'accès à OpenAI, ils utilisent leur smartphone, voilà. Ou si vous laissez l'accès et que vous avez mis simplement dans votre charte informatique, attention, ne pas mettre en fait les données sensibles, n'utilisez pas ça pour faire de la relecture de CV, blablabla, blablabla. Ce n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, la fuite des informations sensibles en fait, de nos entreprises s'est accélérée en fait, avec l'utilisation
des plateformes publiques, quand vous allez sur ChatGPT, quand vous allez sur Claude AI, quand vous allez sur Perplexity.ai, bah, vos utilisateurs aujourd'hui, et peut-être vous, mais vous, je vous fais confiance, vous n'êtes pas comme ça, vous ne le faites pas, mais vous ne copiez pas copier-coller en fait un mail complet. Vous pensez systématiquement enlever les noms de famille, enlever la signature, et en fait, non, bien sûr, vous ne le faites pas. Non. Mais donc aujourd'hui, il y a une fuite en fait massive, et donc c'est pour ça que je vous donne un exemple, et vous pourrez faire le test. Hein, quand vous allez sur ChatGPT et que vous demandez quel est le numéro de téléphone de Michel-Marie Maudet, il ne vous dit pas qu'il l'a. Il dit qu'il ne peut pas vous le donner. C'est différent. Parce que toutes nos informations, elles sont dans les modèles, puisqu'ils ont aspiré le web de façon massive et de façon comment dire, non éthique, enfin moi de mon point de vue. Et donc on met simplement des règles autour du modèle pour qu'effectivement on essaie de lui redonner des contraintes pour qu'il reste acceptable. Mais globalement, sachez que toutes les données, tout ce qui existe en fait sur vous, ce que vous avez mis volontairement sur Internet ou ce qui fait l'objet de fuites par les opérateurs où ils ont perdu les cartes bleues et ainsi de suite dans la nature, tout ça, c'est dans les modèles. Et donc aujourd'hui, vous voyez, en fait, c'est intéressant, j'aime bien toujours présenter cette slide, mais globalement, quand vous utilisez souvent, maintenant, si vous êtes utilisateur de Gmail, vous utilisez forcément en fait, l'assistant Gemini. Globalement, au-delà de télécharger le contenu de vos mails et d'aspirer en fait, ce que vous avez dans votre boîte mail, il récupère à peu près, en fait, en moyenne, vous voyez, 22 informations, c'est-à-dire la localisation, les cookies, enfin, voilà. Et ce sont, à chaque fois que vous utilisez en fait, les plateformes publiques qui mettent en œuvre ces modèles, il y a une aspiration massive. D'ailleurs, c'est pour ça, vous le savez très bien, si c'est gratuit, c'est vous le... Voilà, donc on a accéléré en fait, cette dynamique-là. Alors on vous dit, bon, il y a Mistral, hein, notre champion français européen. Alors, moi je travaille déjà sur le plan C, parce que le plan A, qui est le modèle en fait Big Tech, bon, aujourd'hui c'est ce qui se diffuse, mais je pense que les réglementations européennes, et puis aussi un peu, une fois qu'on aura mieux appréhendé ces modèles, qu'on aura mieux compris, on dira, on ne va pas aller utiliser ces modèles en fait, fournis par les grandes entreprises en fait, américaines. Donc ensuite, le plan B, c'est quoi? C'est d'utiliser des modèles dits open weight ou open source. Donc des modèles, ça ressemble, si je fais une analogie rapide, au freeware. Vous savez, en fait, à l'époque, on pouvait télécharger des logiciels gratuits. Mais un téléchargement gratuit, vous vous souvenez, hein, parfois il y avait des virus dedans, volontairement, pour vous polluer en fait la vie. Et pour les modèles, c'est exactement la même chose. Donc effectivement, vous pouvez télécharger ces modèles, si vous avez les compétences et les ressources matérielles pour les faire exécuter, vous pouvez effectivement avoir un environnement que vous maîtrisez d'exécution, mais ça ne change pas le cœur que effectivement ces modèles, les réponses qu'elles vous donnent, elles sont toujours orientées. Et elles ne correspondent pas forcément à nos valeurs, à notre langue, et ainsi de suite. Donc ça, c'est tous les modèles qu'on dit open weight. Alors malheureusement, dans la presse, et y compris entre spécialistes, on dit tout ça que c'est de l'open source. DeepSeek, on vous dit que c'est de l'open source. Meta, en fait, avec les modèles Llama, on vous dit que c'est de l'open source. C'est plutôt des modèles dits à poids ouvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, la seule chose dont vous ne disposez pas, c'est les données d'entraînement. Et pour comprendre comment fonctionne un modèle, si vous ne savez pas en fait quelles données ont été utilisées au moment de l'entraînement, vous ne savez pas le reproduire et le réinstancier. Et globalement, c'est très difficile d'en comprendre en fait le fonctionnement. Le fait qu'aujourd'hui, les modèles en fait plutôt d'origine anglo-saxonne, ils vous disent qu'effectivement le médecin c'est plutôt quelqu'un du sexe masculin, c'est tout simplement que quand on regarde la littérature et les textes en langue anglo-saxonne, statistiquement, on retrouve plus de textes où les médecins sont des hommes. Donc, mais ça, en fait, globalement, on peut le déduire quand on est spécialiste et qu'on fait de nous des benchmarks en fait, sur ces modèles. Mais vous, en tant qu'utilisateur, et pensez à nos enfants, puisqu'on parlait tout à l'heure en fait, de la jeunesse et ainsi de suite, le libre arbitre ou le fait de se détacher finalement de cette vérité qui est donnée par les modèles, parce qu'il y a un peu comment dire, l'oracle ChatGPT. Hein, donc la réponse, moi je vois mes enfants presque l'influence que ChatGPT elle est plus importante que la mienne directement aujourd'hui. Donc il faut en fait se préparer à ça, et c'est pour ça qu'on essaie nous de travailler sur les modèles qui sont à droite, les modèles dits complètement open source, où on donne la totalité en fait des informations. Et par ailleurs, en fait, les modèles de construction de ces modèles, en tout cas nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est pas un opérateur économique, c'est une communauté ouverte. Donc c'est comme une fameuse communauté du logiciel libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la gouvernance de ces modèles, savoir qu'est-ce qu'on y met dedans et la structuration,
il ne faut pas qu'elle dépende d'un acteur économique. Même si nous, ça fait 25 ans en fait, qu'on opère dans le domaine et qu'on pourrait justifier qu'on est plutôt des gens sympas et qu'on fait les choses bien, je pense qu'à partir du moment où ces modèles vont rentrer au cœur de nos sociétés, il faut qu'effectivement, ça soit décidé par le plus grand nombre. Idéalement, par les citoyens eux-mêmes. Ça sera difficile d'arriver sur des modèles comme ça. Il y a des gens qui pensent en fait à faire des structurations comme ça, c'est-à-dire que effectivement l'entraînement des modèles soit piloté par des structures en fait complètement citoyennes. C'est assez difficile en fait à mettre en musique aujourd'hui, mais je pense que l'idée en fait elle est intéressante. Donc j'avais des slides, mais je vais les passer rapidement parce que plus moi j'ai envie d'interagir avec vous en fait, et certainement que ça doit appeler en fait à des interrogations. Mais globalement, pour entraîner un modèle, c'est pas très compliqué. Il faut trois choses, hein. Il faut des talents, hein, des cerveaux. Donc vous savez que ça en France, la formation académique et notre formation entre autres mathématiques, elle est plutôt bonne. C'est pour ça que dans la plupart des grands acteurs, ceux qui sont à la tête aujourd'hui des entités IA sont souvent des Français. Yann LeCun, hein, chez Meta. Récemment, la nouvelle DG en fait, d'OpenAI est une Française, donc j'ai plus son nom. Mais... Donc on a cette formation académique qui fait qu'aujourd'hui, sur ces thématiques-là, nous sommes en fait généralement reconnus. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des ressources computationnelles. Donc en fait, ces fameuses cartes GPU, vous avez forcément entendu parler de NVIDIA. Donc ça, c'est une dépendance extrêmement forte aujourd'hui, puisque globalement, pour utiliser ces modèles, même si vous les insérez dans vos entreprises, on n'est pas obligé d'avoir du NVIDIA. Mais aujourd'hui, moi, en tant qu'entraînement, je suis obligé d'entraîner sur des plateformes NVIDIA. Donc concrètement, même Lucie, si on voulait pousser le bout de dire est-ce que Lucie est complètement souveraine, non, puisque de toute façon, pour l'entraînement, je dépends en fait de puces en fait NVIDIA. Et malheureusement, en Europe, pour l'instant, on n'a pas en fait de fondeurs qui fournissent des puces qui permettent d'entraîner en fait ces modèles. Donc on a cette dépendance. Donc même nous, même si on essaie de pousser jusqu'au bout, en fait, on a ces dépendances en fait qui existent. Et puis ensuite des données. Et ces données, c'est nous là où on a fait le plus gros travail. Je ne sais pas si c'est, je vais le passer là, voilà. Est-ce que vous avez une idée, par exemple, sur ChatGPT ou sur les modèles en fait anglo-saxons, de combien, quelle est la répartition, le poids de la langue française dans ces modèles par rapport à 100% en fait, du dataset d'entraînement? 5, ok, je prends. Alors 0, bon, on est à peu près dans ces eaux-là. Donc, alors, peu diffusent ces informations. Par exemple, sur ChatGPT, on ne les a pas. Mais par exemple, le dernier modèle en fait, de Meta, donc de la société en fait, Facebook, hein, le poids de l'allemand et du français, comme ça, c'est 0,16 et 0,17%. Donc vous allez me dire, oui, mais en fait, comme ils ont des modèles très gros, peut-être que statistiquement, en fait, c'est plus important que vous. Alors, ça peut être vrai. Alors nous, globalement, donc ici, vous avez la répartition de notre dataset en fait, d'entraînement, c'est-à-dire les jeux de données qu'on entraîne, qu'on utilise pour entraîner nos modèles. Donc vous voyez en fait qu'on a, si je regarde par langue, on a 32% de français, de l'anglais, et puis on a traité les 3 autres langues majeures européennes. On a fait un focus là-dessus, puisque vous savez, choisir, c'est renoncer. Donc on a déjà fait un travail pour y dire on va essayer d'être efficace sur les 5 premières langues en fait, européennes, même si l'objectif, c'est de faire des modèles européens qui supportent les 2 alphabets que nous avons et les 24 langues que nous avons en fait, sur le territoire européen, ce qui est quand même assez compliqué en fait, à faire si on veut le faire de façon efficace. Et donc, globalement, le ratio donc nous, on a à peu près, donc vous voyez, je ne sais plus si je l'ai l'information, voilà, c'est ce chiffre-là qui est un peu grand, là, en fait, donc 3100 milliards de tokens, donc des milliards de tokens, donc ça fait beaucoup, en fait, d'informations. Mais globalement, si je me compare, en fait, à des modèles comme le fameux Llama, on est sur un ratio de 5. Ils entraînent à peu près sur 15 trillions de tokens, nous, on est sur 3. Bon, si vous faites les ratios, en fait, là, il ne faut pas faire du calcul matriciel, on n'a pas besoin d'entrer. Mais si vous regardez, nous, 30% de 3 trillions, c'est quand même plus important que 0,16% de 15 millions. C'est pour ça qu'effectivement, quand vous utilisez Lucie, et le petit épisode qu'on a eu médiatique, c'est qu'on ne l'a pas mis dans les bonnes opérations, et je vais vous montrer juste après, j'ai une petite démo là, pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Vous allez vous apercevoir que Lucie, elle parle mieux, ou en tout cas, vous avez le sentiment de parler en fait à quelqu'un qui est francophone et pas un anglophone en fait qui a fait comme nous, quand on parle anglais, ça se voit assez vite en fait finalement qu'on n'est pas anglophone. Voilà. Et donc aussi parce qu'une langue, et là pareil, je pense que les spécialistes en fait des langues, des sciences humaines nous diraient qu'une langue, ce n'est pas en fait que de la grammaire, de la syntaxe, de l'orthographe, c'est que en fait ça porte notre projet sociétal.
quelles sont nos valeurs, quelles sont en fait finalement comment on se perçoit les uns les autres, parce que les textes de littérature décrivent en fait toutes ces relations. Et donc aujourd'hui, en fait, le combat en fait, que l'on mène avec nos initiatives, c'est pas de développer des modèles pour se faire plaisir, c'est vraiment en fait essayer de fournir des alternatives qui soient plus respectueuses de ce qui est notre exception culturelle. On parle en fait en France, vous savez bien. Là-dessus, on est assez différent des Allemands en particulier, qui n'ont pas en fait, cherchent pas en fait à avoir cette exception culturelle. Nous, on a la chance de l'avoir en fait en France, et je pense qu'il faut qu'on se batte. Et c'est pour ça que nos travaux sont suivis par l'UNESCO. Est-ce que vous savez combien il y a de langues en fait parlées dans le monde aujourd'hui, à peu près? Pardon? 1 million, ça fait beaucoup. Il y a à peu près 8000 langues parlées, et il y a à peu près une langue qui disparaît tous les 6 mois. Puisque effectivement, forcément, comme ce sont des langues majoritairement qui ne sont plus écrites et qui sont plutôt de l'ordre du dialecte, forcément, l'effet générationnel fait qu'elles sont de moins en moins parlées. Et donc effectivement, l'UNESCO en fait nous suit, parce que ce qu'ils aimeraient, c'est qu'ils ont eux en fait un travail déjà de collecte pour essayer de sauvegarder en fait l'existence de ces langues. Et je vous rassure, elles n'intéressent pas ChatGPT, en fait, OpenAI, ils s'en foutent. Nous, ça nous intéresse dans un esprit en fait effectivement d'avoir des modèles équilibrés, des modèles en fait qui soient plus représentatifs de ce qu'est nos communautés. Donc typiquement là, on a fait Lucie V1 avec les petits épisodes médiatiques au mois de janvier. On a commencé depuis ce lundi la version 2 de Lucie, et dedans, on est resté donc sur les 5 langues en fait qu'on trouve majoritairement en Europe. Je pourrais justifier s'il y a des gens d'origine portugaise et ainsi de suite. Je pourrais expliquer pourquoi en fait alors quoique le portugais en fait on a rajouté là. Mais donc des langues par exemple des pays de l'Est, pourquoi c'est assez difficile, ou le grec en fait qui a son alphabet. Donc ça pose en fait des difficultés de conception et en fait des challenges technologiques. Mais par contre ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté la langue arabe, qui est quand même en fait sur notre territoire en fait importante et représentative. Donc nous, comme on sert plutôt des clients et des administrations, il faut qu'on puisse en fait fournir ces en fait modèles opérants sur la langue en fait arabe, et aussi les langues régionales. Donc on a mis un peu de breton, on a mis un peu de basque, on a mis en fait de l'occitan. Enfin, on a essayé en fait de travailler, et du corse. J'espère qu'il n'y a pas de corse. Mais on essaie de travailler sur cette diversité, parce que c'est intéressant, parce que même en mettant des tokens, en fait, par exemple, du breton et ainsi de suite, ou d'autres langues, c'est intéressant, puisqu'on va aussi capturer des bouts d'histoire, des bouts, en fait, finalement, de ce que constitue, en fait, finalement, notre commun, en fait, français. Voilà, donc tout ça, je peux passer, et puis je vais vous le montrer juste, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, avec un modèle comme le nôtre. Donc si je ne me suis pas trompé, je clique là-dessus. Hop, je fais F11. Bonjour, heureuse de vous rejoindre. Que puis-je faire pour vous? Salut Lucie, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait, où est-ce que je suis aujourd'hui? Nous sommes chez BPI France pour une conférence organisée par Melcion, Chassagne et Si. Je suis Lucie, l'assistante conversationnelle de l'Inagora, et mon rôle est de vous éclairer sur les enjeux de souveraineté numérique et les solutions open source et IA responsables que nous proposons. Ok, donc bon, tu as déjà parlé un petit peu de toi, mais c'est quoi tes caractéristiques particulières en fait du modèle Lucie? En tant que premier grand modèle de langage 100% open source européen, je me distingue par la publication de mes poids, de mon code et de mes données d'entraînement. Cela garantit une transparence et une auditabilité totale, renforçant ainsi la confiance. De plus, j'ai été conçu pour assurer une conformité stricte avec le RGPD et l'IA Act, vous offrant ainsi une solution d'intelligence artificielle responsable et sécurisée. Et donc là, bon, donc tu sais, je suis devant en fait plutôt des entrepreneurs, et qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller comme cas d'usage direct qui pourrait créer de la valeur en fait directement chez eux? Pour les entrepreneurs, je recommande 3 cas d'usage prioritaires de l'IA générative. La transcription et le résumé automatique de vos réunions, un assistant documentaire interne pour vos équipes et un support client multicanal. Ces applications sont immédiatement opérationnelles et peuvent générer un retour sur investissement rapide tout en renforçant l'autonomie de votre entreprise. Et bon, et pour terminer, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur finalement cette distorsion et notre dépendance du numérique vis-à-vis des grands acteurs en fait américains?
Il est essentiel de prendre conscience de notre dépendance vis-à-vis des acteurs technologiques étrangers, car elle peut engendrer des risques significatifs en termes de rupture de service, de coûts imprévus et de perte de contrôle sur nos données. En évaluant objectivement cette dépendance, par exemple grâce à des outils comme l'indice de résilience numérique, les entreprises peuvent mieux piloter leur stratégie et renforcer leur autonomie numérique. L'open source, par sa transparence et sa flexibilité, est un levier clé pour retrouver cette souveraineté. C'est un peu long, je me permets de te couper. Bon, bah écoute, je pense que je pense que l'exercice est réussi. Donc, un petit dernier mot, qu'est-ce que tu peux nous dire là, pour terminer? Je suis ravie que cet échange vous ait été utile. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la souveraineté numérique ou les solutions open source. Voilà. Merci pour votre participation à cette conférence. J'espère que les informations partagées vous seront utiles. Excellente continuation. Alors, donc là, le modèle, c'est Lucie, celui qui a été backslashé, le French bashing en fait du mois de janvier. Alors c'est une version un tout petit peu améliorée puisqu'on a travaillé sur l'interaction humaine, ce qui lui avait manqué d'ailleurs au mois de janvier. Et par contre, ce que vous voyez en fait, donc j'utilise en fait un produit qui n'est pas européen, Eleven Labs, en fait pour l'interface vocale, parce qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts de nos amis de QTI, vous savez, en fait, cette entité qui est dans le groupe de Xavier Niel, aidez-moi, Iliad, voilà, donc qui font des travaux extraordinaires. Donc, on n'a pas en fait nous intégré en fait ces modèles, mais globalement, on est capable en fait aujourd'hui d'avoir en fait ces assistants en fait vocaux avec une interface. Alors, effectivement, elle n'est pas aussi rapide que celle que vous pratiquez certainement avec l'interface conversationnelle, soit de Perplexity, qui est vraiment pour moi en fait de très très bonne qualité sur mobile, ou celle bien sûr d'OpenAI. Je ne sais pas si vous utilisez en fait de temps en temps l'assistant conversationnel vocal d'OpenAI, et vous avez en fait une interaction pratiquement directe, voire le rebond. Alors moi, on peut l'arrêter, vous voyez en fait quand elle commence à, parce qu'elle est un peu volubile, donc on peut la stopper, mais on n'a pas en fait ces réactivités. Mais globalement, ce que je voulais dire par là, et donc ce que l'on fait nous aujourd'hui dans les entreprises et les administrations, c'est qu'on essaie déjà d'éclairer un peu le débat, ce que j'ai fait avec vous en fait de façon très rapide, mais on pourrait rentrer dans le détail, savoir pourquoi c'est important de s'intéresser et à minima d'avoir des stratégies de dual sourcing aujourd'hui. Et aussi, sur les cas d'usage, comment les mettre en œuvre. Et sur les cas d'usage les plus sensibles, ceux qui touchent à la RH, ceux qui touchent en fait finalement aux interactions les plus sensibles et les plus intimes en fait avec l'humain, de plutôt privilégier des approches comme celle-ci. Alors on n'est pas ce qu'on appelle SOTA, state of the art sur tout, donc c'est un modèle qui ne raisonne pas, en fait la version 1 n'a pas ces capacités de raisonnement, mais pour la plupart en fait des chatbots et d'une interaction comme je viens de faire ici, on n'a pas besoin en fait de faire ça. Donc la seule chose que je lui ai fait, parce que bon, je ne l'ai pas interrogé sur Melchion, mais je lui avais mis en fait 2-3 PDF, j'avais pris le site web, et donc je lui ai mis en fait de la base de connaissances, donc ce qu'on appelle du RAG, certainement que vous avez entendu ce terme, le Retrieval Augmented Generation. Ça permet en fait, même si le modèle n'a pas été entraîné avec certains types de données, de pouvoir enrichir les bases de connaissances de ce modèle avec des documents ou des sources de données que vous choisissez, ce que fait très bien Perplexity avec le web. Et je lui ai prompté pour lui dire qu'effectivement aujourd'hui j'étais à la BPI, donc je lui ai mis en fait des éléments de contexte, mais c'est un prompt, je peux vous le faire voir, c'est une quinzaine de lignes qui en fait simplement lui donne en fait finalement dans quel contexte elle doit opérer. Voilà, donc si ça vous intéresse, et effectivement tu m'avais demandé Jean-Christophe de parler de la souveraineté, juste je vais donner quelques chiffres quand même que vous l'ayez en tête et on terminera là-dessus. Notre dépendance vis-à-vis des acteurs américains, elle coûte 265 milliards à l'Europe. Si je le porte en fait sur la France, c'est 56 milliards. Ça ne rentre même pas dans la balance commerciale, puisque comme ce sont majoritairement des services, donc en fait on a en plus, ils ne rentrent même pas en fait dans ces logiques de compensation ou en fait des accords commerciaux. Et donc vous l'avez vu certainement encore ce matin, au-delà des 15% de taxes qu'on prend en plus, il y a une volonté de Trump de rajouter en fait, et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait dès à présent, de rajouter des coûts supplémentaires aux souscriptions, que ce soit sur Office 365, OpenAI et toutes les autres en fait, qu'on utilise et sur lesquelles on est extrêmement dépendant. Et je terminerai sur ce chiffre-là. Aujourd'hui, comme certainement une partie de vos entreprises,
80% des services cloud qu'on consomme en fait en France sont des services provenant d'acteurs américains. Merci. Je sens que vous allez avoir des tas de questions. Marrant, hein? T'as des trucs pour remplacer Google Suite et tout ça? Oui. Oui. Ça sort en public, mode SaaS, donc justement le 1er octobre. Donc ça s'appelle Tweak AI, donc Tweak Workplace. Et donc c'est effectivement bureautique, messagerie, calendrier. Et en fait, vous pourrez l'avoir en fait à partir, parce que notre métier, c'était plutôt d'équiper les entreprises, donc sur des installations dans le contexte des entreprises. Alors par exemple, il n'y a pas d'avocat dans la pièce, non? Si, avocat.fr, le CNB. Donc en fait, quand vous achetez en fait quand auprès du CNB, vous souscrivez au service de messagerie, ce sont nos technologies qui sont derrière. Le gouvernement en fait de l'île Maurice, 55 000 agents tournent en fait aujourd'hui avec nos systèmes et ils continuent à fonctionner. Enfin, je crois que l'île n'a pas encore coulé, donc on devrait être capable de faire ça en fait encore aussi en France. Voilà. Oui. Oui, bonjour. Pour avoir travaillé un peu dans le domaine, plus avoir travaillé avec l'armée, quand vous passez vos agréments militaires, on vous explique que les Américains sont moins sympas que les Chinois. Et là, vous venez d'évoquer quelque chose que je trouve intéressant, enfin en tout cas le commun des mortels ne le sait pas forcément, c'est qu'effectivement, on parle que des États-Unis. Or, il y a une puissance en intelligence artificielle au niveau de la Chine que vous avez évoquée. Voilà. Pourquoi on ne joue pas sur la concurrence en Europe? Vous savez me l'expliquer? Parce que finalement, alors, je comprends que ça fout autant la trouille d'un côté que de l'autre, mais est-ce que jouer sur la concurrence ne nous permettrait pas de mieux les contrôler? Après, je vous laisse finir la phrase. Alors, plusieurs choses là-dessus. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'un point de vue de la recherche académique, pour un papier américain aujourd'hui sur la GenAI, vous en avez 50 en fait en Chine. Alors, si vous enlevez tous ceux qui ont été faits justement à l'aide de la GenAI, vous en avez quand même encore une vingtaine. Donc, c'est en fait pratiquement un ratio de 20 sur l'innovation, première chose. Donc, effectivement, ça confirme cette dynamique. Vous avez vu en fait cette semaine DeepSeek 3.1 qui est sorti et donc aujourd'hui remet à peu près la même claque que celle qu'on avait observée en fait au mois de janvier. Alors pourquoi pas plus de coopération? Parce que déjà la Chine ne fait pas partie de nos alliés dans l'OTAN, si on reprend la dialectique américaine, militaire que vous avez prise, première chose. Deuxième chose, c'est que ça fait peur en fait la Chine. Ça fait peur parce qu'en fait on comprend pas, c'est difficile. Et moi je peux vous dire que c'est assez, parce que donc nous d'un point de vue académique, on a essayé de travailler avec eux. Et très très vite, en fait, donc moi j'étais en contact avec le labo d'AI en fait de l'université de Shanghai. Et en fait, dès qu'on a commencé à prononcer le terme coopération, j'ai été routé en fait vers Huawei. Donc globalement, en fait, le système en fait est verrouillé. Et donc, même s'il y a une volonté, si vous questionnez en fait un peu en off et puis en dehors des conférences, les profs et puis les chercheurs, ils seraient super fans. Globalement, c'est que c'est verrouillé en fait d'un point de vue étatique là pour le coup. Donc effectivement, alors ce qui est sûr, c'est que on voit bien comment dire le déferlement aujourd'hui des produits chinois aussi du fait de tout ce que j'ai dit avant en fait sur l'application des droits de douane et ainsi de suite. Il y a fort à parier que dans le domaine numérique, de plus en plus, on soit utilisateur de technologies, alors qu'on le sache ou pas, mais d'origine en fait effectivement chinoise ou en fait asiatique, quoi. Bon, ça prendra du temps, hein. Moi qui connais bien mes collègues en fait du numérique au sein du ministère des Armées, avant qu'ils mettent du DeepSeek, y compris en fait sur un système fermé. Voilà, il y a toujours cette suspicion plus forte, mais réellement, on devrait plus se méfier aujourd'hui de nos ex-alliés américains que des Chinois, hein, selon moi. Bonjour. Bonjour. Merci de votre conférence qui m'amène deux questions. La première, il me semble que les modèles sont de plus en plus interchangeables. Et donc, est-ce qu'on a vraiment une dépendance ou un problème de souveraineté si on peut facilement échanger un modèle avec un autre, typiquement un lama avec un Lucie? Et ma deuxième question, c'est ça coûte combien d'entraîner Lucie? Alors,
Sur la deuxième question, c'est assez, je vais faire rapidement, puis en plus que comme je suis passé dans tous les plateaux là au mois de janvier, donc on l'a disclosé ces chiffres-là. Donc c'est une équipe de 10 ETP en fait chez nous. Donc ça, sur une année, ça coûte pas très très cher. On va dire à peu près un peu plus d'1 million d'euros, allez, 1,5 million d'euros, puisqu'ils sont plutôt bien rémunérés en fait, ces ingénieurs. Et après, ce qui coûte cher en fait, c'est les ressources computationnelles. Donc pour entraîner Lucie, c'est à peu près 600 000 heures GPU. Donc à l'époque, en 2024, puisque nous on a entraîné en fait en 2024, il fallait compter à peu près 3 euros de l'heure. Donc c'est un budget de 2 millions. Voilà. Donc après pour la presse et on annonçait 10 millions. Donc si vous cherchez Michel Maudet et que les prix de Lucie, j'annonce 10 millions. Mais c'est à peu près ça en fait aujourd'hui. Donc en tout cas, on ne parle pas de milliards et ainsi de suite. Là, le modèle, le modèle version 2 de Lucie, celui qu'on est en train de starter, là, donc l'entraînement, il va sortir en 3 versions. Donc il y aura une version toute petite pour fonctionner en mobile, donc vraiment sur les devices embarqués. Hein. Donc un modèle à 3 milliards de paramètres, un modèle à 8 pour se comparer pour voir en fait l'écart en fait de performance par rapport à ce qu'on avait fait la première itération. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les modèles, ce qu'on appelle les SLM, donc les Small Language Models, donc qui sont des tailles plus petites, plus raisonnables. Et je vais comme ça me permettre aussi de répondre à votre autre question. On a quand même une limite. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, ce qu'on a appris en fait avec Lucie V1, c'est que des modèles qui sont à moins de 10 milliards de paramètres, ils n'ont pas en fait suffisamment de connaissances internes pour appréhender correctement toutes ces phases de post-entraînement qui permettent de travailler des interactions en fait avec les humains. C'est pour ça qu'on aura un modèle à 20 milliards de paramètres. On pense que c'est le bon trade-off pour avoir en fait quelque chose d'équilibré. Mais 20 milliards, c'est déjà gros, parce que moi, mon objectif, c'est de surtout pas dépendre en fait de NVIDIA au moment de l'inférence, donc au moment où on utilise ces modèles. Et donc, pour moi, la taille en fait est extrêmement importante. Et côté sobriété, globalement, en termes de CO2, dans ma précédente vie, j'en ai cramé quelques tonnes. Et je suis assez sensible en fait aujourd'hui en fait à avoir aussi des modèles qui soient en fait en termes de sobriété plus forts. Votre première question, donc effectivement, je prends votre question juste après. Donc sur votre première question, oui, théoriquement les modèles sont interchangeables, surtout qu'aujourd'hui en entreprise, vous ne mettez jamais en fait un modèle qui n'est pas ragué par rapport en fait à des bases de connaissances de votre entreprise. Ou en tout cas, si vous l'avez fait, bah, vous allez avoir un côté très déceptif parce que finalement, s'il n'est pas adossé aux connaissances de votre entreprise, bah, le modèle il hallucine ou il n'est pas pertinent. En tout cas, il va être capable de répondre peut-être à des mails, tout ça. Mais si vous voulez le faire raisonner ou le faire interagir, par exemple, avec le prochain événement que vous êtes en train de monter ou avec un contexte en fait client, il ne va pas savoir le faire. Donc effectivement, théoriquement, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme d'indépendance en fait du modèle, parce qu'en plus, on vient combler les défauts de l'entraînement avec cette technologie de RAG. Donc y compris un modèle mal entraîné sur le français, avec plutôt des structures dans le langage en fait anglo-saxonnes, avec le RAG, on pourrait réussir en fait à avoir effectivement des résultats en fait intéressants. Le problème pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on est devenu feignant et que en fait, interchanger de modèle, c'est effectivement changer en fait d'API sur des API en fait fournis par les grands acteurs. Donc ça veut dire qu'on continue en fait à être dépendant de ces grands acteurs. Si votre question c'était de dire oui, mais je peux les installer sur mon infrastructure et puis basculer d'un modèle à l'autre, sincèrement, c'est un peu plus compliqué et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, y compris les grands groupes. Alors je voyais tout à l'heure en fait pendant que je faisais le chemin pour vous rejoindre, donc BNP en fait a fait une communication sur leur chatbot où ils disent voilà en fait on met tous nos modèles et puis on a mis plein de modèles en fait en interne. Bon, dans les faits, si vous regardez bien après, les utilisateurs ils retournent chercher en fait les modèles en fait à l'extérieur. Donc on a ce combat-là. Donc oui, théoriquement, mais le chantier en fait il reste devant nous quand même. Moi je pense qu'en fait il faut travailler sur cette autonomie parce que globalement, vous le savez déjà, le capital de Mistral AI qui a été mis en avant, même le président, au moment des Action Summit, a dit acheter du Mistral, acheter du Mistral, acheter du Mistral. Le problème, c'est que 35% du capital déjà de ces sociétés-là, il est en fait hors Europe. Ils doivent faire une levée de fonds. Actuellement, j'ai été avec Arthur il n'y a pas très longtemps. Ils doivent lever 1 milliard de dollars. Et le problème, c'est qu'on les a en Europe. Mais sauf qu'il n'y a personne en fait, qui est capable de prendre la décision d'investir stratégiquement en fait, sur Mistral. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez vu les annonces aussi dans la presse. Apple, qui a pris un peu de retard, est très intéressé pour acheter en fait Mistral. Et si c'est pas Mistral, si c'est pas Apple, ça sera peut-être Microsoft ou un autre. Voilà.
comme on a déjà fait 25 fois sur d'autres technologies pourtant qui étaient prometteuses en Europe, malheureusement. Votre question? Oui, deux, mais je pense qu'on va faire une parce que je vois des. D'accord. Donc en fait, oui, donc comme je suis en train de mettre en place, de piloter une plateforme de montée en compétences IA, c'était de voir effectivement, de votre avis, comment, en fait, quel est le goulot d'étranglement justement vraiment de l'utilisation de l'IA et de la montée en compétences de la formation. Parce qu'effectivement, pour maîtriser l'IA, il faut quand même qu'on ait un utilisateur éclairé derrière. Oui, alors les deux. Donc aujourd'hui, en fait, vous connaissez en fait un peu le hype cycle en fait du Gartner. Vous savez cette courbe. Donc là aujourd'hui, vous voyez en fait là le cycle d'adoption des technologies en fait dans l'entreprise. Donc on passe par une phase d'innovation. Il y a un pic en fait d'expectation, ce qu'on appelle le pic d'expectation. C'est là où on a les plus grandes attentes. Et puis on tombe en fait dans ce qu'on appelle le pic de désillusion, jusqu'à temps qu'effectivement il y a un niveau de maturité qui apparaisse sur ces technologies, qu'on forme, qu'on s'en empare, et puis on arrive sur un plateau de stabilité, de normalité en fait d'utilisation. Aujourd'hui, on est vraiment sur le pic en fait d'expectation, mais pour le coup, en fait, on va vraiment avoir un grand point de désillusion. Pourquoi? Pour deux choses. Un, le coût, parce que globalement, au-delà de la dépendance, ça coûte cher en fait de mettre les API d'OpenAI, si vous les sollicitez en fait en permanence, donc il y a vraiment un enjeu de coût. Et puis deuxième chose, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous voulez sortir un peu des cas d'usage simples, c'est-à-dire d'être connecté à au service de votre entreprise, alors bien sûr, vous pouvez accepter de mettre tout dans votre Google Drive et de connecter le Google Drive de l'entreprise à OpenAI. Ça fonctionne. Bon, vous pouvez le faire. Je ne pense pas que ça soit en fait vraiment la bonne solution. Et donc effectivement, tant qu'on n'aura pas de solution qui permettra d'être fonctionner en environnement sécurisé et connecté au système de l'information de l'entreprise, on aura une friction. Donc il faut bien sûr former, il faut bien sûr acculturer, il faut bien sûr aujourd'hui, à défaut de mieux, utiliser le chat ou les services en fait, les services que j'ai cités précédemment, parce que c'est ça en fait, il faut que chacun acquiert la façon d'interagir avec ces modèles. Et puis, il faut espérer que, par exemple, au niveau européen, on réouvre en fait le rapport Draghi en fait qu'il avait publié à la fin de l'année dernière, où il a donné vraiment une ligne directrice sur comment en fait on devait investir, pas uniquement dans le domaine du numérique, mais il y a un volet numérique qui moi me parle et a du sens. Et donc il faut arrêter en fait de faire allégeance, comme on vient de le faire en fait encore au mois de juillet vis-à-vis des Américains sur ces droits de taxes, et qu'on accepte de passer à l'action. Là maintenant, il faut qu'on aligne en fait, si vous voulez, nos actions par rapport à cet état de fait qui est en fait aujourd'hui plus soutenable. On n'a plus les moyens. Là, ça y est, c'est le dernier last turn, quoi. C'est le dernier virage, quoi. Oui, pardon. Oui. C'est pas moi qui ai parlé. Ah. Sinon, il n'y aura plus de points retour. Hein. Il n'y aura plus de points retour. En fait, ça veut dire qu'on accepte d'être une colonie numérique en fait, des États-Unis. On n'y est pas loin déjà. Il y a encore un peu des utopistes, un peu des illuminés comme nous qui pensons qu'on peut essayer encore de changer la donne. Et je pense qu'il faut qu'on continue notre action. Mais le truc, c'est qu'on manque franchement de courage, quoi, politique aujourd'hui. Pas seulement sur le numérique, mais dans le domaine du numérique aussi. Oui. Merci pour la présentation. Je trouve formidable l'intention, les modalités techniques. Le résultat, il est impressionnant. Je trouve dommage qu'on y ait mis une estampille souverainiste, une marque France, un bleu, blanc, rouge, au lieu d'essayer d'y mettre un certain universalisme. Et donc, on a volontairement, pour contrer le biais américain, créé un biais français. Est-ce que c'est pas pire ? Long débat sur la représentation anthropologique en fait effectivement de Lucie, qu'on a représentée par une belle blonde effectivement avec un drapeau bleu blanc rouge. Donc effectivement, c'était pas forcément ce qu'on avait de plus le plus intelligent à faire en tout cas, parce qu'effectivement donc on a été relevé là-dessus, y compris sur Lucie. Donc quand il y a eu le crash en fait du mois de janvier, j'ai eu à peu près toutes les mamans de France qui avaient des filles en fait dont s'appelait Lucie qui ont demandé à changer le nom. Donc oui,
Donc, vous l'avez vu, on a un tout petit peu enfin déjà en fait on communique moins puisque on veut pas créer d'expectation en fait trop grand. Et donc dans le cadre de la publication de LuciV2, on a une boîte de com qui nous accompagne maintenant, voilà, qu'on n'avait pas en fait la fois première, parce que et puis une boîte de méta training puisque moi j'étais pas habitué en fait à aller affronter les journalistes, vous savez, à faire les question blocking et ainsi de suite, donc on apprend. Donc c'était aussi intéressant puisque globalement on est passé à peu près sur tous les tous les médias, y compris les médias américains. On est passé sur CNN hein, quand même. Hein. J'attendais plus que le tweet de Elon Musk. On ne l'a pas eu, malheureusement, mais voilà. Mais ça a été en fait une tempête et moi, j'étais pas du tout. Et effectivement, il y a un travail sur l'image et je suis sûr que ceux qui s'intéressent à l'anthropologie et ainsi de suite auraient beaucoup de choses à nous apprendre aussi là-dessus. Voilà. Oui. Oui. Ah, Désolé. Ma question, c'est on a parlé un peu de l'adoption de l'IA par les entreprises et comment on peut les entreprises peuvent peut-être se rendre compte de la confidentialité, de l'importance de leurs données, comment les protéger et peut-être qu'il y a un espoir là pour utiliser une solution plus souveraine. Mhm. Mais au niveau des particuliers, quand on voit que 100% de la population française ou presque est sur Gmail et donc le produit, comment on peut faire, et je pense que 100% de la population française est sur ChatGPT à peu près, comment on peut favoriser l'adoption, enfin convaincre la population que de ces questions éthiques, de confidentialité, de sécurité, de biais, quels sont les moyens d'action il faut déjà que... Parce que globalement, l'État attend que les entreprises fassent et les entreprises attendent que l'État fasse. Donc en fait, pendant qu'on est en train de faire ça, en fait, on n'avance pas. Donc effectivement, c'est un bon point. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Et puis en plus, avec cette génération, enfin moi je vois mes enfants qui sont des préadolescents, ils ont une perception du numérique qui est en plus vraiment biaisée par rapport à nous. Hein. Pour eux, c'est des services qu'ils consomment au même titre qu'ils consomment la télé et ainsi de suite ou autre chose. Donc c'est vraiment un gros travail. Donc moi je déplace souvent le débat en disant qu'en fait aujourd'hui il faut surtout travailler sur le libre arbitre et sur en fait l'analyse en fait de prise de recul par rapport à l'oracle ChatGPT. En fait il faut réussir. Enfin moi c'est ce que je fais avec mes enfants. On fait des séances à la maison où on prend un sujet d'actu puis on essaie de voir en fait finalement on interroge les IA et puis en fait on l'utilise un peu comme initiateur du débat en fait interne. Et du coup, moi, j'emmène en fait mes enfants finalement à avoir ce regard critique par rapport à ce qui arrive, parce qu'en fait, c'est ça qui est terrible. Hein. Je travaille avec en fait un labo en fait du LIPSIS, hein, à l'université Paris 6, où en fait globalement aujourd'hui, les utilisateurs finalement ont plus tendance à faire confiance à une génération en fait assistée ou voir un agent conversationnel qu'un expert. Voilà, typiquement en fait effectivement le médecin. Donc je pense que c'est là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait globalement le débat en fait des données, tout ça c'est hyper compliqué. Et puis en fait bon il y a la gratuité et puis c'est difficile. En fait ce qu'il faut réussir en fait à faire selon moi, c'est amener en fait les utilisateurs à prendre conscience que ce qu'on leur livre et ce qu'on leur délivre aujourd'hui, c'est de piètre qualité. Et de là essayer de les amener en fait à prendre une hygiène numérique un peu différente et les amener en fait sur un chemin plus vertueux. Le problème c'est qu'en fait aujourd'hui, quand vous avez encore l'école polytechnique qui est capable de signer avec Microsoft, quand vous avez des grandes entreprises qui ont les moyens et qui signent les yeux fermés alors qu'elles auraient compris elles les moyens, comme l'a fait Lidl en fait en Allemagne, de devenir opérateur, comme l'a fait en fait Amazon hein, avec AWS. Hein. Amazon en fait devient un fournisseur de cloud pour ses propres besoins et vend après les systèmes et ce qui fait en fait cette réussite. Total aujourd'hui pourrait faire ça. Vous avez certainement vu cet été, EDF en fait avait une filiale qui s'appelait Exaion. Nous on utilisait ces systèmes-là parce que je trouvais que c'était vachement bien parce qu'en fait on réutilisait des moyens de calcul qu'ils utilisent dans le nucléaire, mais de génération N-1, N-2, donc des cartes toutes plus petites, mais qui étaient en fait intéressantes pour nous. Patatras qui décident en fait de vendre leur entité en fait aux États-Unis. Donc il faut qu'on arrive en fait à travailler et que les gens qui sont les décideurs aujourd'hui sortent de l'entre-soi et soient un peu plus courageux et audacieux, première chose. Et pour les utilisateurs finaux, puisque c'était ça votre question, bah, les amener. Et nous, on s'est perdus, hein, en fait, les cinquantaires ou les soixantaires. Nous, on s'est foutus, on n'y arrivera pas. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer que nos enfants
adoptent des façons en fait, de faire différentes, même si c'est un combat de tous les jours. Hein. J'ai bien aimé l'image, en fait, pour apprendre à marcher. Il faut peut-être leur mettre un écran hein, pour passer de 1600 à 160 peut-être, mais c'est un peu ça. Et la question du fond, parce qu'effectivement, vous levez la main depuis le début, donc vraiment, je suis désolé. Mais vous inquiétez pas, pour moi, je suis dans la ligne que vous êtes. J'étais là, je vous ai parlé le 22 janvier et hélas, Lucie n'a pas fait son chemin. Mais j'ai une question peut-être plus large. On parle de souveraineté d'IA. À un moment donné, je pense que chaque pays va commencer à dire, OK, moi aussi, j'ai mon Mistral, j'ai mon ChatGPT et tout ça. Nous, autant que les entrepreneurs, à quel moment, nous, on pouvait avoir notre propre SLM ou un outil qui prend les données de l'extérieur, mais qui garde nos propres data chez nous? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de penser ou ça va arriver? Alors, et si oui, quand? On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à réfléchir à ça, et donc la réponse est oui. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tous les modèles qu'on pratique, hein, ceux qui sont par les grands acteurs, les modèles OpenWhite ou les nôtres, on est basé sur une architecture qui a été publiée en 2017 par Google, qui s'appelle ce modèle Transformer, hein, qui est vraiment au cœur en fait, de tous les LLM. Et en fait, c'est en fait une architecture qui a permis de faire effectivement progresser et d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Mais en fait, c'est un modèle qui est complètement inefficace, qui ne travaille pas sur les données structurées et qui demande en fait des amas et des amas de données pour que en fait l'IA soit capable en fait finalement de faire de la reproduction en fait hein, du perroquet. Hein, vous savez, en fait, elle n'invente rien, elle ne fait que vous resservir des choses qu'elle a vues. Et donc pour couvrir toutes les questions que vous souhaitez, il faut que pendant l'entraînement, elle ait vu tout ça. Et donc effectivement, il faut qu'on lui fasse voir beaucoup de données. Donc aujourd'hui, il y a des approches en fait différentes. On sait maintenant, on commence à avoir des expérimentations sur des modèles avec des architectures hybrides, voire en fait des architectures sur données structurées. Et là où on parlait en milliards de paramètres, hein, puisque à peu près c'est les tailles en fait que les modèles en fait de ChatGPT, en fait d'OpenAI a, on descend sur des modèles où on a plusieurs centaines de millions de paramètres. Donc des modèles à 100 millions de paramètres, c'est des petits, c'est même pas des SLM, c'est des TLM, hein, donc des Tiny Language Model. Alors là pour le coup, ils fonctionnent presque nativement sur téléphone. Et avec aujourd'hui, alors bien sûr, des performances qui ne sont pas ceux qu'on obtient, mais il y a une vraie voie. Et donc, nous, le modèle Lucie V2, le modèle à 8 milliards de paramètres, ça sera justement une architecture hybride où on a mixé du transformer et une autre architecture qui s'appelle l'architecture Mamba, qui vise en fait à effectivement être plus efficient et en tout cas pour un volume de données en entrée est capable en fait d'avoir des générations en fait plus diverses et donc donc la réponse est oui. Donc on va arriver en fait sur des modèles et en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de privilégier, c'est vraiment notre stratégie, c'est que demain chaque entreprise n'est pas un LLM, n'est pas un SFET, un SLM, mais plutôt un TLM qui soit en fait connecté à son système d'information en vase clos. Mais ça bon, vous savez, hein, c'est un peu les effets de balancier. Et donc là pour aller vite, on a fait tout centraliser. Et forcément, il y a aussi, d'un point de vue académique, ce qu'on appelle le federated learning, c'est-à-dire au lieu d'entraîner de façon centralisée, de faire du federated learning, c'est-à-dire que chacun entraîne des petits morceaux et en fait, on peut faire coopérer en fait, ces bouts de modèles. Ça a été complètement abandonné d'un point de vue de la recherche académique depuis 3 ans parce que là, c'est la course au LLM, mais ça va revenir. En fait, et forcément, il y aura des approches qui vont nous aider à être bien plus efficients et aussi moins dépendant en fait effectivement de ces grands modèles qui imposent qu'on utilise aussi ces grandes plateformes qu'on n'a pas en Europe et qui sont en fait basées massivement aux États-Unis. Voilà. Merci. Merci.